Le triomphe de la technologie. Les Européens dirigent le monde. En Extrême-Orient, une vieille civilisation les défie. Mais l'homme blanc retourne sa technologie contre lui-même. En l'espace de 30 ans, il va entraîner l'humanité dans 2 guerres mondiales. Montana, 1876. Les Sioux et les Cheyennes du Nord ont établi leur camp à la rivière de Little Big Horn. Leurs chefs sont Sitting Bull, Crazy Horse et Gal. Pour le gouvernement américain, les Indiens des plaines sont un obstacle à l'expansion vers l'ouest. La mission de l'armée est de libérer le passage pour l'homme blanc jusqu'au Pacifique. En juin 1876, le général George Armstrong Custer reçoit l'ordre de conduire les Sioux et les Cheyennes dans une réserve gouvernementale. Au matin du 25 juin, les éclaireurs Crow de Custer découvrent un campement de 7000 Indiens. Au moins 2000 d'entre eux sont des guerriers. Custer n'a que 600 cavaliers, mais il est convaincu que la discipline et la puissance de feu d'une armée moderne auront raison de simples sauvages. Il envoie 2 compagnies en reconnaissance. L'une dirigée par le commandant Marcus Reno, l'autre par le capitaine Frederick Benton. En traversant Little Big Horn, les 140 hommes de la colonne de Reno sont attaqués par des Indiens beaucoup plus nombreux. Parmi eux, le jeune Cheyenne Wooden Leg. J'ai tiré 4 fois avec mon 6 coups. J'ignore si l'une de mes balles a fait mouche. J'ai vu un Sioux planter une flèche dans la nuque d'un soldat. Une autre flèche l'a atteint à l'épaule. Il est tombé de son cheval. Reno bat en retraite dans la confusion à travers la rivière et perd près de la moitié de ses hommes. Les Indiens lui coupent la retraite en aval. Custer est sur une crête bien au-dessus de la rivière, de plus en plus coupé de ses 2 commandants de compagnie. Plus en amont, la compagnie de Benton cherche les Indiens. N'en voyant aucun, elle fait demi-tour vers la rivière. Les troupes de Benton et Reno se rejoignent. Ils ont d'ores et déjà perdu tout contact avec Custer. Doutant de la position de Reno et Benton, Custer décide d'attaquer seul. Le chef Gal et ses hommes sont à la poursuite de Reno. Mais en voyant Custer attaquer, il change de direction. Custer griffonne une note et envoie un messager. Benton, venez vite, gros village. Apportez des bas pour les blessés. Le sol est recouvert d'armoises.
les Indiens peuvent facilement se mettre à couvert. Le chef Gall envoie chercher des renforts. Crazy Horse les commande. Custer comprend trop tard la gravité de cette situation d'infériorité numérique. Benton n'arrive pas. Il va devoir se battre seul. La cavalerie met pied à terre et se met en position de tir. Les Indiens attaquent à cheval et à pied. Ceux qui sont à pied rampent vers Custer sans qu'il les voie. Wooden Leg en fait partie. Les Indiens ne perdaient jamais de vue les soldats qui étaient presque tous regroupés sur la crête avec leurs chevaux. Eux, par contre, ne pouvaient pas voir nos guerriers qui avaient abandonné leurs poneys et rampaient, cachés par l'armoise, dans les ravines. En quelques minutes, nous les avions encerclés. Le chef, Lame White Man, cria « Allez, on peut tous les tuer !» Immédiatement, les hommes blancs sont tous devenus fous. Au lieu de tirer sur nous, ils ont retourné leurs armes contre eux. Avant que nous ayons pu atteindre leur position, ils étaient tous morts. Ils s'étaient suicidés. Les Indiens ont gagné une bataille, mais ils ne gagneront pas la guerre. Un an après Little Big Horn, l'armée américaine détruit le campement de Crazy Horse avec 2 pièces légères d'artillerie. Crazy Horse se rend sans combattre. Sur un autre continent, les Britanniques affrontent la dernière résistance des peuples indigènes d'Afrique du Sud. Les Zoulous et leur roi guerrier Cetewayo s'opposent une dernière fois aux Britanniques. La tactique zoulou consiste à courir vers l'ennemi en bondissant, un peu comme une charge de cavalerie sans chevaux. Lorsque les Zoulous lancent leur sagaie sur les Britanniques, c'est une légion romaine qui affronte une armée équipée de poudre. Et parfois ça marche. En janvier 1879, 3 ans après Little Big Horn, Cetewayo lance une attaque surprise à Isandlwana. « 1700 Britanniques sont tués. Mais comme Crazy Horse aux États-Unis, Cetewayo est condamné. 6 mois plus tard, il est défait à Ulundi. Pour les Britanniques, c'est la fin de la menace militaire noire en Afrique du Sud. Après Ulundi, les Britanniques n'ont plus rien à craindre des Zoulous. Mais ils doivent faire face à un nouvel ennemi, une autre sorte de tribu africaine. Une tribu d'hommes blancs cette fois, les Boers. La guerre des Boers commence en 1899 et se termine en 1902. Les enjeux sont énormes. Les mines de diamants et d'or d'Afrique du Sud et la position exceptionnelle d'un pays situé au carrefour de l'océan Atlantique et de l'océan Indien. Les Boers sont les descendants des colons hollandais du XVIIe siècle. Ce sont des gens durs, individualistes, qui se méfient autant des Britanniques que des Africains. Les Boers sont des fermiers. Leur domaine est le Veld, vaste étendue de prairies semblable aux steppes asiatiques. Un climat extrême, un terrain difficile dont les Boers connaissent chaque centimètre carré. Ce sont des cavaliers hors pair.
Ils ont les derniers modèles de fusils à longue portée et sont meilleurs tireurs que les Britanniques. La première vraie bataille a lieu à Colenso le 15 décembre 1899. Les boers ne perdent que 50 hommes, alors que plus de 1000 soldats britanniques sont tués et 11 canons détruits. Utilisant une tactique de guérilla et d'attaque éclair, les boers remportent victoire sur victoire et font mentir le gouvernement britannique qui avait promis une guerre courte et le retour des soldats avant Noël. « 25 000 soldats britanniques sont présents en Afrique du Sud. Au total, un demi-million de soldats de la couronne anglaise combattront les boers, dont les effectifs ne dépasseront jamais plus de 83 000 hommes. En novembre 1899, les boers assiègent la garnison britannique de Ladysmith. Quatre mois plus tard, 3200 hommes sont morts pour la défendre. Mais la chance tourne. L'argent, les effectifs et la volonté de vaincre à tout prix finissent par donner la victoire aux Britanniques en mai 1902. Le prix de la victoire est élevé. 22 000 morts côté britannique contre 4 000 pour les boers. Mais les États-Unis et la Grande-Bretagne n'ont que faire du coût humain des guerres du XIXe siècle. Les Américains sont maintenant maîtres de leur destinée. La Grande-Bretagne contrôle le plus riche empire de l'histoire. Rien ne semble pouvoir arrêter les puissances occidentales et la suprématie de leur mode de vie. En février 1904, les torpilleurs japonais lancent une attaque surprise contre la Russie et détruisent près de la moitié de sa flotte. Il n'y a eu ni avertissement ni déclaration de guerre. C'est un acte d'agression délibéré et dévastateur. Le Japon, récemment modernisé, conteste la suprématie militaire européenne. Port Arthur est le seul port de l'extrême-orient russe à ne jamais être bloqué par les glaces. Le 8 février, les Japonais l'assiègent. À cause du blocus de Port Arthur, les renforts navals russes qui arrivent d'Europe n'ont plus de base. La prochaine étape du plan de guerre japonais est la destruction de l'armée russe. L'armée nippone, forte de 283 000 hommes, s'attaque aux 4,5 millions de soldats russes. Les Japonais sont 15 fois moins nombreux. Malgré de lourdes pertes, les Japonais continuent le siège de Port Arthur. Le dernier bastion tombe le jour de l'an 1905. 10 000 soldats russes affamés se rendent. À l'aube du XXe siècle, ce conflit permet de tester de nouvelles armes.
l'artillerie à longue portée et la mitrailleuse, qui sera un élément capital de l'infanterie pendant les 2 guerres mondiales. « 59 000 Japonais et 31 000 Russes trouvent la mort durant le siège de Port-Arthur. Le Japon est une puissance avec laquelle il faut désormais compter. Le dernier acte du conflit russo-japonais se joue à la bataille de Tsushima, le 27 mai 1905. C'est la plus grande bataille d'anéantissement depuis Trafalgar, un siècle auparavant. La flotte russe de la Baltique, commandée par l'amiral Rodjesvensky, vient au secours de Port-Arthur. L'amiral japonais Togo l'attend au large des côtes coréennes, près de Pusan. Les navires japonais sont plus rapides et mieux armés. Après 2 jours de combat, les 2 tiers de l'armada russe sont coulés. Le reste de la flotte tombe aux mains des Japonais, à l'exception de 3 navires qui parviennent à s'échapper. L'impact de cette victoire sur les opinions publiques occidentales fut stupéfiant. Le Japon était resté complètement coupé de l'Occident pendant plus de 200 ans. Le contact n'avait été rétabli qu'au milieu du XIXe siècle. Dès le début, l'extraordinaire solidarité et la discipline de fer qui régnaient dans les rangs japonais avaient impressionné les Américains et les Européens. Mais personne n'avait prévu qu'en moins de 50 ans, les Japonais pourraient non seulement utiliser, mais créer une technologie de type occidental. Les journalistes occidentaux font le voyage à l'autre bout du monde pour assister au combat. Mais les plus curieux sont les généraux étrangers qui viennent observer les nouvelles technologies militaires. Neuf ans plus tard, les hommes qui posent pour cette photographie s'affronteront à nouveau sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Le 21 août 1914, 2 appareils de l'armée de l'air britannique repèrent la cavalerie allemande qui se dirige vers la ville minière de Mons, en Belgique. L'avion est une invention récente. Quelques semaines seulement après la déclaration de guerre, on lui a trouvé une application militaire. Ici, elle a repéré les troupes allemandes là où elles n'auraient jamais dû être, en Belgique, pays neutre. Le lendemain, les Britanniques, qui se sont portés garants du respect de la neutralité belge, réagissent. Les cavaliers du 4e régiment de dragons attaquent les cuirassiers allemands. Ils en tuent quelques-uns avec leurs épées et poursuivent les autres jusqu'à ce qu'ils rencontrent un bataillon de fusiliers allemands à bicyclette. Les cavaliers, autrefois troupes d'élite des champs de bataille du monde entier, ont été transportés sur les lieux du combat par avion et sont repoussés par des hommes à bicyclette. Ainsi commence la première guerre de l'ère des machines. Les troupes allemandes à Mons ne sont pas arrivées en Belgique par accident. Au dernier jour de l'été, les Allemands avancent vers la France selon une stratégie minutieusement élaborée, le plan Schlieffen. Le plan Schlieffen vise les 2 ennemis potentiels de l'Allemagne, la Russie et la France, et repose sur 2 certitudes. La mobilisation russe prendra au moins 6 semaines. 6 semaines suffiront pour défaire l'armée française. Pour porter un coup soudain et fatal à la France, l'élément de surprise est essentiel. La France ne s'attend pas à une attaque par la Belgique neutre. L'armée allemande entre donc en Belgique et se prépare à envahir la France. Tout se déroule dans les temps et l'état-major est convaincu que la guerre sera terminée avant Noël.
Mais il ignore que Sir John French, maréchal et commandant en chef du corps expéditionnaire britannique, a involontairement placé ses troupes sur la route de la première armée allemande. Le soleil brille à Mons ce dimanche matin. La ligne d'avant-poste britannique est bien cachée. Elle traverse les terrils des mines de charbon, puis longe le canal. Les soldats britanniques ne sont visibles que depuis les têtes de pont laissées à découvert. C'est à ce moment-là qu'a lieu l'un des premiers actes de bravoure de cette guerre. Une section des fusiliers royaux, commandée par le lieutenant Maurice Dease, défend le pont le plus vulnérable de Mons, sur lequel le soldat S.F. Godley fait le guet. Avant le début des combats, alors que j'étais sur le pont, un petit garçon et une fillette sont venus m'apporter des petits pains et du café. Je me régalais de ce petit déjeuner improvisé, tout en essayant de parler du mieux que je pouvais avec ces enfants, quand les Allemands ont commencé leur pilonnage. J'ai alors dit au petit garçon et à la fillette, « Vous feriez mieux de mettre des bouts, ou vous risquez d'être blessés. » Alors que le pilonnage s'intensifie, plusieurs vagues d'infanterie allemande attaquent le pont. Le lieutenant Dease et ses hommes tirent frénétiquement sur l'ennemi. Mais que peut faire une simple section face à la puissance de feu du 9e corps allemand? Les pertes sont terribles. Alors que ses hommes meurent autour de lui, le lieutenant Dease prend les commandes de la mitrailleuse. Il est tué à son tour. C'est maintenant au soldat Godley de tirer. Nous avons continué comme ça jusqu'au soir, jusqu'à ce que l'ordre de repli arrive. On m'a alors demandé de rester pour tenir la position pendant la retraite. C'est ce que j'ai fait, bien que j'ai été grièvement blessé à plusieurs reprises. Mais j'ai réussi à continuer. À la fin, j'étais tout seul, le corps du lieutenant Dease étendu à côté de moi. Au milieu des cadavres de ses camarades, à court de munitions, le soldat Godley achève sa mission en détruisant la mitrailleuse. La bravoure de son unité permet à la ligne britannique de se replier en sécurité. Le soldat Godley, seul survivant du combat, est fait prisonnier. Lui et le lieutenant Dease recevront la Victoria Cross, la plus haute décoration britannique pour les faits d'armes. « 32 nations vont mobiliser toute leur puissance industrielle pendant la guerre la plus sanglante que le monde ait jamais connue jusqu'alors. 4 ans et 3 mois plus tard, 10 millions d'hommes auront trouvé la mort. Comme les Allemands, les Britanniques qui ont péri à Mons en août 1914 pensaient rentrer au pays avant Noël. Le lieutenant Dease est enterré dans ce cimetière militaire en France. À côté de lui repose le soldat Price, tué 4 ans plus tard, la dernière victime britannique du conflit. Le lieutenant Dease ne connut jamais le gaz moutarde, la guerre des tranchées, les sous-marins, les chars et les avions de combat. Pour le soldat Price, qui repose à ses côtés, c'était déjà de l'histoire ancienne.
Juillet 1916. La Première Guerre mondiale s'éternise. De plus en plus d'hommes sont appelés au front. Pour maintenir ses effectifs, la Grande-Bretagne recrute des Pals Battalions, des bataillons de copains. Des jeunes gens qui se connaissent au bureau, à l'usine, qui jouent dans la même équipe de football, qui sont nés dans la même ville. C'est une politique délibérée. Ils espèrent que la camaraderie qui unit déjà ces hommes les aidera à supporter les horreurs de la bataille de la Somme, qui va bientôt commencer. Lorsque les Pals Battalions arrivent en France, les tranchées du front occidental s'étendent sur 800 km, de la mer du Nord à la Suisse. Devant chaque tranchée, des enchevêtrements de barbelés sont disposés pour prendre au piège les assaillants. Des mitrailleuses tirant 600 coups à la minute couvrent chaque centimètre carré de terrain devant les barbelés. Dans ces conditions, toute charge d'infanterie serait suicidaire. Ce n'est pas le conflit rapide et décisif que l'état-major allemand avait prévu. Les combats ressemblent plutôt à ceux de la guerre de sécession. C'est une longue guerre d'usure, un carnage monotone. Dès 1916, les morts se comptent par millions. C'est alors que le général britannique Sir Douglas Haig élabore un plan pour sortir de cette impasse sanglante. Il décide de lancer une gigantesque offensive le long de la Somme. Le plan est simple. La plus grande quantité d'obus jamais amassée permettra de déclencher le bombardement le plus massif qu'on ait jamais vu contre les tranchées allemandes. Les troupes britanniques avanceront ensuite pour prendre ce qui restera des positions allemandes. Voilà pour la théorie. Pour mettre cette théorie en pratique, les Britanniques mettent en place une organisation industrielle. Ils construisent tout un système de transport pour convoyer l'artillerie sur le champ de bataille. Comme les Prussiens au XIXe siècle, ils utilisent le chemin de fer. Et à présent, avec l'invention du moteur à explosion, ils peuvent se servir de véhicules à traction et à roues de toutes les tailles et de toutes les formes pour charrier les obus sur le champ de bataille. Les Britanniques passent le début de l'été 1916 à construire des camps, des hôpitaux, des stations de pompage des eaux, des dépôts d'approvisionnement et des hangars à camions, tous ravitaillés par la route et le train. Quand la nouvelle technologie est embourbée, on peut toujours avoir recours aux anciennes méthodes. En 1815, Napoléon s'était battu près d'ici, à Waterloo, avec seulement 20 000 obus. À la bataille de la Somme, les Britanniques en ont 3 millions. Le 24 juin 1916, à l'aube, le bombardement commence. Salve de shrapnels de 9 kilos. Obus d'1,4 tonne tirés par des obusiers de 380 mm.
L'artillerie arrose les positions allemandes de toutes sortes d'explosifs dévastateurs. Le bombardement doit durer une semaine. Le deuxième jour, une arme terrifiante fait son apparition. Le gaz asphyxiant. Le chlore brûle les poumons, la peau et rend aveugle. Plus lourd que l'air, il descend en profondeur dans les tranchées, pénètre dans chaque recoin. Le bombardement britannique dure 7 jours. Le bruit des canons se fait entendre jusqu'à Londres. Le 8e jour, les canons se taisent. Enfin, à 6h30 du matin, le 1er juillet, le tir de barrage final le plus intense est déclenché. Le soldat Frank Hawkins, du régiment d'infanterie légère de la reine Victoria, voit les bois qui sont devant lui disparaître. Des arbres entiers déracinés volaient en l'air et tout le bois finit par s'embraser. Alors que le soldat Hawkins contemple cet apocalypse, on lui donne à boire un verre de rhum. Soudain, les canons s'arrêtent. Le silence s'abat sur les tranchées. Le soldat Hawkins entend alors le bruit des sifflets des officiers de section, dont les montres synchronisées indiquent 7h30. Le moment est venu de monter à l'assaut. Le long des 32 km de front, 200 000 soldats grimpent aux échelles, sortent des tranchées et se ruent à découvert en direction des lignes allemandes. Les officiers britanniques mènent la charge. Beaucoup d'entre eux sont armés d'une simple badine ou d'un revolver. Le 16e régiment de fusiliers du Northumberland suit le ballon que lance devant eux un célèbre joueur de football. C'est dire à quel point les Britanniques sont persuadés de l'efficacité de leurs tirs de barrage. Mais les Allemands ont creusé des tranchées profondes. Nombre d'entre elles sont encore intactes. Lorsque le bombardement cesse, les mitrailleurs allemands s'emparent de leurs armes et se précipitent hors des abris. Sur le terrain découvert et en pente douce, les Britanniques avancent sous une grêle de balles. Vague après vague, ils sont décimés. Certains sont tués dès l'instant où ils pointent la tête en dehors de leur tranchée. D'autres sont mis en pièces lorsqu'ils se prennent dans les barbelés allemands. Sur les 200 000 Britanniques montés à l'assaut le 1er juillet 1916, 20 000 meurent, pour la plupart au cours de la première heure. 40 000 sont blessés, près d'un tiers de victimes. Cela reste le jour le plus sanglant de la longue histoire militaire de la Grande-Bretagne. Les
quelques hommes qui parviennent à atteindre les premières lignes allemandes sont confrontés à au moins 2 lignes de tranchées de réserve toujours en place. Les lignes téléphoniques posées à la hâte dans le No Man's Land sont bientôt coupées par l'artillerie allemande. Les Britanniques se retrouvent isolés, sans possibilité d'avancer ou de reculer. Quelques survivants réussissent à regagner les lignes britanniques. Derrière eux, l'air s'emplit des cris des blessés. On les récupère 3 jours plus tard, le 4 juillet. La plupart sont déjà morts. Le 1er juillet, la bataille de la Somme n'est pas terminée. Le 4 non plus. En fait, elle va durer jusqu'au 18 novembre. 4 mois plus tard, les positions des 2 camps sont pratiquement les mêmes. 419 654 soldats britanniques, 200 000 Français et 650 000 Allemands ont été tués ou blessés. D'obus tirés n'ont pas sorti la guerre de l'impasse. Les 2 camps comptent sur les nouvelles technologies pour faire une percée. De nouvelles technologies comme le char, engin tracté à l'épreuve des balles, qui peut traverser les tranchées et qui est doté d'une mitrailleuse et d'un canon. Il est lent et peu fiable, mais il est l'avenir de la guerre terrestre. Et au-dessus des tranchées, la guerre aérienne du futur. Avant la fin de 1918, l'Allemagne est anémiée par le combat sur 2 fronts et par l'entrée en guerre des États-Unis. Sa population civile est proche de la famine. La Première Guerre mondiale s'arrête, peu à peu. Dans les 2 camps, le taux de victimes dans l'infanterie est de 200 voire de 300%. Les énormes armées réunies à l'été 1914 ont été décimées une première fois et remplacées, décimées une deuxième fois et remplacées, décimées une troisième fois et remplacées. Plus de 8 millions de soldats sont morts. 21 millions ont été blessés. En 1918, l'armée allemande ne peut plus continuer le combat. Mais elle n'a pas été vaincue de façon décisive. Le traité de paix de Versailles dépouille l'Allemagne de son armée et de sa marine de guerre. La crise économique qui suit va faire naître un ressentiment profond chez beaucoup d'Allemands. Parmi eux, un membre du 16e régiment de réservistes de Bavière. Après la bataille d'Ypres en 1915, il ne reste que 611 survivants des 3600 hommes de son bataillon. En 1916, il est l'un de ces miraculés. Contre toute attente, il est encore en vie lorsque l'armée allemande se rend le 11 novembre 1918. Le caporal Adolf Hitler. La prochaine guerre sera la sienne. Septembre 1940, Londres brûle, pilonné par la Luftwaffe d'Hitler. Dans la ligne de mire des bombardiers allemands, les Londoniens ont un mot pour ce feu qui tombe du ciel. Le Blitz. Blitz est la contraction d'un mot allemand que le monde entier a appris à redouter. Blitzkrieg, la guerre éclair.
La guerre va durer 6 années, mais les nouvelles technologies de mort vont être perfectionnées à une vitesse étourdissante. Adolf Hitler est arrivé au pouvoir en Allemagne en 1933. Il veut laver l'affront de la Première Guerre mondiale et faire ça rapidement. Sa stratégie, la guerre éclair, la Blitzkrieg. Le char et l'avion, qui sont devenus plus rapides, plus gros, plus meurtriers, sont les deux armes clés de la guerre éclair. Et à présent, ils peuvent être dirigés par une nouvelle technologie, la radio. Tout au long des années 30, les généraux ont élaboré des théories sur l'efficacité des formations de chars et d'avions dirigées par radio. L'armée hitlérienne est la première à mettre la théorie en pratique. Le 1er septembre 1939, les Allemands entrent en Pologne. Ils détruisent son armée en quelques semaines et son aviation en un jour. Les alliés de la Pologne, la France et la Grande-Bretagne, déclarent la guerre à l'Allemagne. La Seconde Guerre mondiale a commencé. Au printemps 1940, les troupes allemandes ont déjà conquis la Pologne, la Hollande et la Belgique. 20 ans plus tard, elles affrontent à nouveau les Britanniques et les Français dans le nord de la France. Les Français, qui s'attendent à une guerre de tranchées, ont construit des fortifications le long de la frontière allemande, la ligne Maginot. Ils sont prêts à se battre, mais le temps de la guerre de tranchées est révolu. La forêt des Ardennes est le seul endroit que la ligne ne protège pas. Personne ne croit les chars capables de traverser ces bois très denses, à part les Allemands. Les Alliés ont une armée de 2,5 millions d'hommes, mais ils sont au mauvais endroit. Les chars allemands trouent la ligne en seulement 3 jours. La guerre éclair inaugure également une nouvelle façon de venir rapidement à bout de l'ennemi. En larguant des parachutistes derrière les lignes ennemies en Hollande, les Allemands exploitent au maximum le potentiel militaire de l'avion. Alors que les chars allemands avancent à toute vitesse vers la Manche, ils scindent en deux les armées alliées. Anéantis par la vitesse de l'offensive allemande, les Alliés s'effondrent. Les Britanniques se replient de l'autre côté de la Manche. Les Français se rendent et signent l'armistice à Rotonde, dans le wagon où l'Allemagne a signé sa reddition lors de la Première Guerre mondiale. La guerre éclair a triomphé. L'avion et le char règnent en maître. Paris est aux mains d'Hitler. Tandis que les avions de chasse britanniques résistent à la Luftwaffe dans les airs, la Royal Navy protège les voies de navigation vitales pour la Grande-Bretagne. Le théâtre des opérations se déplace maintenant sur toutes les mers du globe. Les avions anglais équipés de radars mènent un combat acharné contre les sous-marins allemands dans l'Atlantique. C'est de l'autre côté du globe, dans le Pacifique, que l'impact de l'avion sur la guerre navale est décisif. Le 7 décembre 1941, 360 avions japonais partis de 6 porte-avions attaquent la flotte américaine du Pacifique à Pearl Harbor.
C'est la répétition de l'attaque éclair japonaise contre les Russes à Port Arthur en 1904. En un seul jour, la flotte aéronavale japonaise met la flotte américaine du Pacifique hors de combat pour un an. Quatre jours plus tard, l'Allemagne déclare la guerre aux États-Unis. L'Amérique, qui a perdu la moitié de sa flotte, est en guerre sur 2 océans. Cependant, la victoire de Pearl Harbor n'est pas aussi décisive que l'avaient escompté les Japonais. Les porte-avions américains étaient en mer au moment du raid. Un coup du sort que les Japonais vont regretter amèrement. 7 mois après Pearl Harbor, les Japonais décident d'attaquer une base américaine dans les îles Hawaï. Le nom de l'île, Midway. 4 porte-avions et 11 cuirassés japonais se dirigent vers Midway sous le commandement de l'amiral Nagano. Face à eux, l'amiral Chester Nimitz n'a que 3 porte-avions. Le Hornet, l'Enterprise et le Yorktown. Mais Nimitz a un avantage sur les Japonais. Les Américains ont déchiffré leur code et il connaît leur plan. Il décide d'attaquer. À l'aube du 4 juin 1942, les avions japonais bombardent Midway et repartent vers leur porte-avions pour réarmer. À ce moment-là, les Américains lancent leurs bombardiers et leurs torpilleurs. Le matin est brumeux dans le Pacifique. Les bombardiers américains s'égarent. Seuls les torpilleurs trouvent leur cible. Alors que les bombardiers américains attaquent en piqué, les chasseurs japonais les abattent avant qu'ils n'aient pu atteindre le moindre objectif. Nagano est certain que les Américains sont battus. La bataille est pratiquement terminée. Mais à 10h30 du matin, 36 bombardiers américains trouvent les porte-avions japonais. Tous leurs avions sont en train d'être ravitaillés en carburant ou réarmés sur le pont. Les Japonais sont des cibles faciles. Les bombardiers de l'Enterprise attaquent en piqué. Les ponts d'envol des porte-avions japonais sont couverts de bombes et de carburant. Le résultat est catastrophique. À la fin de la journée, tous les porte-avions japonais sont détruits. Les Américains ont perdu un seul porte-avions, le Yorktown. L'avantage est en train de changer de camp. Midway a changé la face des combats navals. La suprématie aérienne est devenue l'élément décisif sur terre comme en mer. Pendant 3 longues années, la Grande-Bretagne et les États-Unis vont se battre en mer et dans le ciel. Mais ils ne se battent pas seuls. Ils ont un allié qui perdra 10 fois plus d'hommes que la Grande-Bretagne et les États-Unis réunis. La Russie soviétique. Le 22 juin 1941, 3 millions de soldats allemands attaquent l'URSS. C'est l'opération Barbarossa, la plus grande offensive terrestre de l'histoire. L'une des plus cruelles également.
Hitler considère les peuples de l'Est comme des Untermenschen, des sous-hommes qui ne méritent pas de vivre. Les Allemands laissent délibérément mourir de faim les prisonniers de guerre soviétiques. 3,5 millions d'entre eux mourront en captivité. Alors qu'ils avancent vers l'Est, les nazis rassemblent les Juifs de toutes les villes qu'ils prennent. Ils les arrachent à leur foyer, les battent et les parquent dans des ghettos. Hitler réserve à ce peuple qu'il méprise un sort particulier, la solution finale. En Russie, Hitler est arrivé plus loin qu'aucun conquérant depuis Napoléon. Au nord, ses troupes assiègent Leningrad. Au sud, elles sont aux portes d'une ville dont le nom restera à jamais gravé dans l'histoire de la guerre, Stalingrad.